Le 20h sur Eden Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, contrairement à d'autres chantiers d'asphaltage qui piétinent dans la Révive, les travaux évoluent à pas de TGV. Deuil dans le monde des arts et de la culture, vous le savez, l'artiste plasticien Kofi Gaou n'est plus. Des témoignages sur ce monument de l'art contemporain dans un instant. Chapitre sport dans cette édition, alors que le championnat de tennis prenait fin ce samedi. Côté football, ESAE FC se qualifié pour la Coupe de la Confédération en battant les Mauritaniens. En interactualité, le dossier du nucléaire iranien a été le dossier le plus brûlant du G7. Et ce sera tout pour les titres. Merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision à 72 ans. Ce samedi 24 août, il s'en est allé. Kofi Gaou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a définitivement tourné dos de corps à ce monde. Artiste plasticien et comédien, celui qui ne restera désormais vivant que dans nos mémoires à travers ses multiples œuvres, tire sa révérence en laissant de lui une image de marque de polyvalence. Il était à lui seul comédien, dramaturge, cinéaste, plasticien, tapissier, sculpteur et auteur. Le septuagénaire, homme de théâtre, graphiste, peintre, artiste de l'intérieur, cinéaste, sculpteur, Kofi Gaou a tiré sa révérence. Il n'est plus de ce monde. La nouvelle est tombée ce dimanche. Il s'est imposé tout au long de sa carrière par ses œuvres. Il a participé à plusieurs expositions en France et plus précisément à Paris, où il fut élève au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Kofi Gaou a également participé à des expositions en Afrique, en Europe, à Cuba et aux États-Unis. Acteur du film Guélou, Le Précipice du réalisateur Serge Yéhou, où il a joué le rôle du roi, il était affectueusement appelé doyen par ses pairs. Un artiste ne meurt jamais, salue l'artiste. À présent, suivons quelques témoignages sur Kofi Gaou, véritable monument de l'art contemporain béninois. Kofi Gaou, c'est un montreur de chemin, c'est un guide, c'est quelqu'un qui nous donne l'envie de faire ce qu'il faisait, qu'il ne fera plus désormais. Parce qu'à parler d'art dramatique au Bénin, à parler d'art plastique, de tentu et autres, Kofi Gaou fait partie des figures de co. Je pense à un personnage très fort, d'abord sa voix. Son physique et sa voix, il a une voix assez influente et quand il tape du poing sur la table, ça tremble. Il a surfé sur l'art plastique, c'est-à-dire les tentures, les toiles, la sculpture et le théâtre. Et donc le cinéma et les autres formes d'expression artistique. Moi j'ai eu la chance de jouer avec lui dans le film Il était une fois à la forêt. On est allé jouer à Tukilbo et je m'en souviens comme si c'était hier. Moi, j'ai travaillé précisément avec lui dans les années 90, où je réalisais Baobab, Taxi Brousse. Il incarnait le personnage de Médard, un personnage atypique, un personnage livré à ses fantasmes, surtout aimant les interdits. C'était ça qu'il avait incarné. Et il l'incarnait très bien. On avait travaillé sur environ 5 ans. Dans les années 70, il était au collège Père au Pied, où il avait incarné un Bokono qui s'appelait Aobobo Tinti. Ça avait régalé tous ses amis du temps. C'est les gens qui ont animé aux côtés de Quentin Lazare, les cerveaux noirs. Les cerveaux noirs dans le temps, c'était la bonne semence de tout le théâtre béninois. Ils ont fait notre fierté. Il est membre fondateur aussi de Zamahara, la voix du peuple. Je suis très peiné parce que Kofi Gaou a encore du génie, il a du talent. Au-delà des spectacles, le plus grand qu'il a présenté était un solo qui s'appelait Drôle de Monsieur. Il a publié 2 ou 3 ouvrages, il n'a pas sa langue dans sa poche. Et je crois que l'artiste est mort, salut l'artiste. Il y a aussi 2 pièces dans lesquelles il a joué, que lui aime rappeler bien au souvenir de tous ceux qui veulent l'entendre. Il s'agit de Touenoblo Todo et Yovo Reloué. C'était des créations collectives du temps de la Révolution, donc c'était dans l'air du temps. Et moi, je garde surtout de lui sa voix rayée, que j'adore, qui va me manquer.
sa voie rayée à la borne de celle des revenants, que je trouve qu'il a désormais rejoint. Eh bien, dans un autre registre, notre série de reportages suivis de l'asphaltage continue. Cette fois-ci, Kojo Tonenkes et Huenayon Maroya étaient du côté de la Révive à Cotonou pour constater l'évolution des travaux. Suivez ici le compte rendu. La cité résidentielle Révive a été également impactée par les travaux d'asphaltage lancés dans la ville de Cotonou. Des travaux qui changent le visage d'un quartier autrefois caractérisé par des rues avec des nids de poules et des eaux stagnantes par endroits. Une situation qui rendait difficile l'accès aux bureaux et aux domiciles pour les usagers. Ce que je vois, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Et que je vois que si ça continuait comme ça serait bien pour le pays. Les travaux se déroulent normalement et nous en sommes très heureux. Que ça continue, oui, c'est bon. C'est très bien. Nous nous réjouissons de cela d'ailleurs. Les travaux qui se déroulent, c'est bon, puisque c'est une zone la plus périphérique de notre pays où les étrangers, la plupart des étrangers viennent. Maintenant, moi, ce qui m'a fait un peu mal dedans, c'est que c'est un peu tard, ce travail-là qu'ils sont en train de faire. On devrait faire ça là depuis. Donc disons merci parce que c'est fait aujourd'hui, ça a changé un peu l'image de notre pays. Des travaux qui sont presque achevés devant le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Pour ce qui est des autres rues, tout se déroule également bien. Cependant, Idriss Daouda, enseignant au CEJ l'Océan, pose un problème. Ça a commencé depuis l'année scolaire et nous avons constaté qu'il y a eu vraiment des empêchements, c'est-à-dire des fois ça nous empêche de venir au cours, des fois on est au cours et c'est des bruits par-ci. À des moments donnés, je quitte même la salle. Je vais m'asseoir à la salle de professeur à cause des bruits. Bon, maintenant nous sommes en vacances, ça continue, c'est bien, mais il faudrait qu'on se dépêche parce que la rentrée c'est dans 2 ou 3 semaines. Il ne faudrait pas qu'on reprenne avec ça. À des moments donnés, on a fermé l'accès même du collège. Et on ne voudrait pas assister à ça à la rentrée scolaire. Un problème qui mérite qu'on s'y penche pour le bien des enseignants et des élèves, car cela pourrait avoir un impact sur le rendement des apprenants. Le championnat national de tennis 2019 a pris fin ce samedi au stade de l'Amitié. Général Mathieu Kérékou, le film de cette finale avec Frédéric Espoir Romambou et Fiacre Voitan. C'est une finale âprement disputée chez les seniors hommes qui a bouclé la boucle du championnat national de tennis de l'année 2019. Une finale qui a sacré Magloire Yakba, une figure déjà bien connue du tennis béninois, qui a disposé de Vince Ncha 7-5, 6-3. J'ai eu beaucoup de difficultés pour démarrer ce match. Il m'a mené 3-1 au premier et j'ai su gérer pour revenir au score et gagner 7-5 finalement. Comme vous le savez, c'est un joueur qui a la taille. Il a lancé et comme il a une prise vraiment fermée, il arrive à accélérer les balles quand elles sont au niveau de sa hanche. Donc qu'est-ce que j'ai essayé de faire, c'est tourner la balle en haut. Quand ça rebondit, ça fait 2 tons au sol, donc ça l'embrouille un peu. Pour le jeune perdant, l'adversaire en face était dans son jour et n'a laissé aucune faille. Les autres jours, mon revers marchait plus, mais aujourd'hui, ça n'a pas du tout marché. Mon service ne passait pas et Magloire, il ne fait pas du tout de faute. Il est beaucoup expérimenté et il a su me gérer. Chez les dames, c'est la jeune Bekoude Carmine qui est désormais le numéro 1 béninois devant Gloriana Naoum. 6-2, 6-2 pour le score final. Je vais essayer de plus m'entraîner qu'avant, il y a quelques mois, parce que j'avais fait un tournoi dernièrement et c'était pas bien, donc j'ai essayé de plus m'entraîner pour pouvoir réussir le niveau un peu. Au terme de la partie, certains acteurs du tennis béninois donnent leurs appréciations. Je dirais que c'est une grosse satisfaction. Et il faut déjà saluer le travail et la diligence que l'équipe, la fédération, notamment son président Jean-Claude Talon, a mis en œuvre pour pouvoir faire de ces championnats-là déjà une réalité. Et je dirais quasiment une réussite.
Vous avez bien vu vous-même tout à l'heure, les enfants, comment ils ont joué. La finale, c'était très belle, c'était une très belle finale. Même le perdant n'a pas démérité. C'est une finale du championnat national, donc qui a vu la victoire de Magloire Yakwa sur Vince Ncha. Donc je dirais que c'est peut-être, bien que le champion 2018, Sylvestre Monou, soit absent, soit dans d'autres compétitions à l'extérieur, je dirais que c'est quand même, avec un clin d'œil amical bien sûr, c'est une petite revanche de ce que vous qualifiez il n'y a pas longtemps de vieille garde sur la jeune garde. Au terme de la compétition, des bourses ont été accordées aux 2 premiers chez les messieurs et chez les dames. De quoi forcer l'émulation au sein de la jeune génération. Vous venez de l'entendre, les 2 premiers de chaque catégorie du championnat de tennis 2019 bénéficieront de bourses sur une période de 10 mois. Une innovation de l'équipe de Jean-Claude Talon qui nous parle ici de cette stratégie et des défis du tennis béninois. Je crois que c'est toujours le même objectif, hein, c'est de renforcer, de faciliter et de soutenir les pratiquants de notre sport. Vous savez que lorsque nous étions il y a quelques années dans cette logique dont nous avions hérité parce qu'elle se faisait avant nous de distribuer des prix en argent, lorsque nous l'avions interrompu, ça a été un tollé. Les joueurs ont trouvé que c'était anormal qu'ils ne reçoivent pas un prix. Nous avions interrompu cela parce que nous avions constaté que ça ne servait à rien de donner une bourse ou en tout cas de donner une prime ou je ne sais pas comment on va l'appeler, un montant important à la fin du tournoi parce que cela n'aidait pas spécialement les vainqueurs et les champions en titre et leurs vice-champions à poursuivre le reste de l'année dans la pratique de leur sport. Donc nous avons institué cette disposition pour leur donner de façon régulière de quoi subvenir à des petits besoins, même si nous sommes bien conscients que cela ne couvre pas tous leurs besoins, mais c'est une contribution de la part de la fédération pour tout au long de l'année être capable de leur apporter le petit complément qui peut leur manquer pour s'acheter des cordages, renouveler leurs chaussures, réparer leurs raquettes, etc., payer un petit transport, etc. Bien sûr, il faut renouveler d'efforts. Vous savez, nous avons... avec le ministre en charge des sports, puisque ce n'est pas le ministre des Sports, c'est le ministre en charge des sports, il est aussi le ministre du tourisme, de la culture et des sports. Nous avons, disons, réaffirmé notre engagement commun, et surtout lui, le ministre, à nous soutenir et à nous accompagner très vite dans le développement des infrastructures. Vous savez que le grand projet dans lequel le Bénin aujourd'hui est engagé, et je dirais que le Bénin a conquis de hautes luttes pour recevoir cette Académie internationale de tennis sur terre battue, cet événement-là nous oblige au niveau national à avoir également d'autres activités, d'autres faits à notre actif. Nous ne pouvons pas nous contenter de n'avoir que ce projet-là en commun avec d'autres. Donc nous devons avoir notre propre politique qui existait et je crois que le moment est venu et monsieur le ministre a bien voulu nous réaffirmer sa détermination à nous accompagner dans l'édification des infrastructures. Donc je pense très vite ce gap, ce déficit d'infrastructures va nous aider à renforcer le tennis dans les départements et dans les ligues. Football, après les 5-0 infligés à l'équipe mauritanienne AS Nîmes en match aller, Esaü FC a réédité l'exploit pour le match retour ce samedi en battant les Mauritaniens par un score de 2-0. C'était au stade René Pleven de Cotonou. Roland Tojo Toninkes pour le point. Vainqueur des Mauritaniens au match aller sur un score de 5-0 à Nouakchott, Esaü FC a sans surprise gagné le match retour de ce samedi 24 août au stade René Pleven de Cotonou. Gagner ce match retour comptant pour le premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération 2019-2020 était un défi pour la SC Nîmes, association sportive et culturelle de la Société nationale industrielle et minière de la Mauritanie. Dès l'entame, les Mauritaniens décidés à remettre le compteur à zéro ont multiplié les actions. Mais l'équipe de Esaü FC prend l'avantage à la 6e minute de jeu grâce à Antonin Oussou.
Un score qui en restera là jusqu'à la fin de la première partie. À la reprise, les multiples tentatives de l'ASC Nîmes pour revenir au score sont restées vaines. À la 88e minute de jeu, Emmanuel Samuel Onyekweni inscrit le deuxième but de la partie pour son équipe Esaü FC. Esaü FC 2, ASC Nîmes 0. Esaü FC se qualifie donc pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération 2019-2020. C'est vrai qu'on a fait quelques erreurs d'appréciation sur certains niveaux de jeu, mais le match pour la Monivaux a été bon. C'est vrai, on a été face à une bonne équipe qui a eu l'avantage très aisé à l'aller, donc au retour, ils ont peut-être un peu contrôlé le match et c'était tout à fait normal. Mais je suis très satisfait du résultat du match, vu qu'on a perdu 2-0. C'est pas bon de perdre tout le temps, on veut tout le temps gagner, mais on a perdu peut-être avec la manière. On n'a pas baissé la tête, on a perdu avec dignité quand même. On a vu que l'adversaire s'est organisé autrement et n'a plus voulu se faire piéger comme au match aller, ce qui nous a créé quelques difficultés dans notre jeu. Mais ce que je retiens, c'est que au-delà de l'organisation de l'adversaire, on a su prendre le dessus quand même. Esaü FC sera face à l'équipe burkinabé Salitas pour le second tour préliminaire. Une équipe inconnue des poulains de Bior Richard. L'entraîneur mauritanien ne manque pas de leur prodiguer des conseils pour la suite de la compétition. C'est une équipe qu'on ne connaît pas aussi, mais qu'on va affronter. Donc il s'agira pour nous de nous apprêter comme on l'a fait au premier tour, et de nous organiser comme on l'a fait, et puis on va voir ce que ça va donner. Surtout que la phase aller, c'est chez nous à domicile. Ils ont les chances d'aller beaucoup plus loin, donc je pense qu'il faudrait surtout axer le travail sur le plan de la finition. Ils pêchent beaucoup en attaque. Je pense qu'il faudrait encore davantage se concentrer sur la finition. En interactualité, l'Afrique était présente au G7. Des représentants du continent ont été conviés à la table des négociations. La lutte contre le terrorisme au Sahel était au menu de ces échanges. Emmanuel Macron, en présence du président du Burkina Faso, Kabouré, et de la chancelière allemande Angela Merkel, a annoncé la création d'un partenariat franco-allemand pour combattre le terrorisme dans la région du Sahel. Suivez. La force de l'initiative qui est prise aujourd'hui, c'est qu'elle élargit le périmètre de sécurité compte tenu de l'évolution justement terroriste. Et en particulier, elle permet de réengager dans l'aspect sécuritaire les membres de la CEDEAO, c'est-à-dire en particulier tous les pays du Golfe de Guinée qui aujourd'hui étaient hors du G5 Sahel, Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal, etc. Et elle va permettre de réengager du financement international en soutien de ces derniers. C'est une gangrène qui se propage. Et nous avons estimé qu'il était important que l'ensemble des partenaires trouvent une solution à la question libyenne, pour essayer en tout cas de trouver une solution également qui nous permette de freiner la progression du terrorisme, non seulement dans le Sahel, mais éventuellement sur les pays côtiers également qui nous environnent. L'Iran s'est invité au G7 avec l'arrivée à ce sommet du ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Mohammad Javad Zarif. Le nucléaire iranien est, vous vous en doutez donc, l'un des sujets les plus brûlants de ce G7 à Biarritz. Écoutons Angela Merkel et Donald Trump sur la question. Nous essayons de rendre sa richesse à l'Iran s'ils le veulent, ou alors laissons-les être pauvres s'ils le veulent. Et je vais vous dire, je ne pense pas que ce soit acceptable, la façon dont on les force à vivre en Iran. Et ce que nous voulons, c'est très simple. Pas de nucléaire. Pas de nucléaire. Nous parlerons de missiles balistiques, de timing, de la date limite de l'accord qui expire d'ici très bientôt. Hier, nous avons traité de la question de l'Iran pendant un long moment. Nous avons eu une discussion très constructive qui a clairement montré que tout le monde s'accordait pour dire qu'il ne fallait pas doter l'Iran d'armes nucléaires et que tout le monde voulait atteindre ce résultat au moyen d'une solution négociée. C'est un événement parallèle au même endroit, pour ainsi dire, mais pas une initiative du G7.
Et à présent, il faut voir si la communication immédiate et la façon dont les pourparlers se sont déroulés hier offrent de nouvelles possibilités d'échanger et peut-être de négocier. 2 drones israéliens se sont écrasés hier au sud de Beyrouth, au Liban, sans faire de victimes. Les responsables libanais ont accusé Israël de menacer la stabilité régionale. L'incident, le premier de ce genre en 10 ans, est intervenu quelques heures seulement après des frappes aériennes en Syrie. La banlieue sud de Beyrouth, fief connu du Hezbollah, visée par 2 drones hier. Selon l'armée libanaise, le premier engin serait tombé un peu avant l'aube et l'autre aurait explosé avant de toucher le sol. Le Premier ministre libanais, Saad Hariri, a rapidement réagi. Il s'agit d'une agression flagrante de la souveraineté libanaise et d'une violation explicite de la résolution 1701. Cette nouvelle agression, qui s'accompagne d'un survol massif de l'aviation israélienne au-dessus de Beyrouth et sa banlieue, constitue une menace pour la stabilité régionale et une tentative d'aggraver la situation. Et vive intervention de Hassan Nasrallah à la télévision, le chef du Hezbollah libanais menace Israël. Dorénavant, nous ferons tout pour empêcher les drones israéliens d'entrer dans le ciel libanais. Chaque fois qu'un drone israélien entrera dans notre ciel, nous l'abattrons. Un incident qui intervient quelques heures après des frappes israéliennes en Syrie, une opération pour contrecarrer une attaque terroriste iranienne selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Si quelqu'un se lève pour te tuer, tue-le d'abord. Lors d'une opération complexe menée par les forces de sécurité, nous avons révélé que la force iranienne Al-Quds avait envoyé une unité spéciale de milices chiites en Syrie afin de tuer des Israéliens sur le plateau du Golan avec des drones tueurs. Je voudrais souligner que c'était une initiative de l'Iran, sous le commandement de l'Iran, à la demande de l'Iran. La dernière grande confrontation entre le Hezbollah et Israël remonte à 2006, une guerre qui avait duré 1 mois et fait 1200 morts. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée chez vous.